On continue donc avec d'autres candidats à suivre, hein, candidats à la présidentielle ou leurs représentants. Il y aura Alexis Corbière qui représente Jean-Luc Mélenchon d'ici une dizaine de minutes. Et puis tout à l'heure, aux environs de midi, Nathalie Kosciusko-Morizet qui viendra parler communication, qui viendra parler publicité numérique. Et évidemment, elle s'exprimera au nom de François Fillon. D'ici là, eh bien, un autre exercice, quelque part, c'est un petit peu, tiens, si j'étais président, mes idées pour le quinquennat, exercice auquel se livrera d'ailleurs Stéphane Richard, le PDG d'Orange, également dans la matinée, d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Tout de suite, pour démarrer, c'est Marie-Laure Sauty-Chalon à la tête de auféminin.com. Ça va Marie-Laure? Ah, c'est à toi. Bonjour à tous. Jean-Luc Chétrit m'a filé un piège inimaginable, en plus en disant que le titre, ça allait être « moi président ». Et ça m'a paru si dingue et je me suis semblé tellement illégitime qu'en fait, j'ai préféré ne pas vous parler de la France, mais vous parler de « et si Trump était président ?» C'est quoi une époque qui choisit un type comme Trump pour arriver au pouvoir? Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, les citoyens imaginent toujours qu'il y a une très grande connivence entre les politiques et les médias. Ce qu'on sait, c'est que cette connivence ne sert à rien. On l'a vu avec l'actuel président de la République. Elle n'est jamais payée de retour. Vous êtes raisonnable et connivent, ça n'aide pas François Hollande. Vous êtes antagoniste et provocateur, ça marche beaucoup mieux. On gagne de l'exposition médiatique et c'est ce qui a réussi pour Trump. Et je pense que c'est ça l'exemple le plus terrifiant et sur lequel nous, dans la communication, vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'on dépense moins de budget publicitaire. Trump avait tous les médias contre lui, comme vous l'avez dit, et les médias l'ont servi. Il est clair que le mur avec le Mexique ne sera pas construit ni payé par les Mexicains, mais finalement, on connaît l'expression « there is no such thing that bad publicity », et sans doute les annonceurs le savent. Alors, on a vu déjà des politiques venir ici se plaindre du rôle des médias et tenter de les séduire. C'est un peu comme des maîtresses éplorées. Parce qu'un homme politique qui se plaint des médias, on racontait que c'était comme un marin qui se plaignait de la mer. Le problème, c'est que ça ne sert à rien quand on est marin de se plaindre de la mer. Churchill disait qu'il fallait à ce moment-là l'observer, savoir comment naviguer, plutôt que s'en plaindre. Et les hommes politiques, finalement, à la fin, évidemment, ils suivent le courant de la mer. Mais si on revient à Donald Trump, moi, je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas d'analyser, au fond, comment un fou arrive au pouvoir, parce que ça paraît maintenant assez clair, mais plutôt quel est le statut de notre époque où les fous peuvent arriver au pouvoir. Et de se poser la question de quoi Trump est-il le nom? Parce que Trump, ce n'est pas seulement le produit d'un média, c'est évidemment un média à lui tout seul, puisque les médias, désormais, c'est tout le monde, c'est chacun de nous. Évidemment, ce qui arrive provient de l'évolution des médias. On n'a plus de rendez-vous comme on avait avec des médias qui étaient finalement tranquilles, qui avaient des grilles de programmes, qui nous attendaient à des rendez-vous. Maintenant, les médias envahissent nos vies, surgissent à tout instant. Ils nous sont branchés comme vraiment une perfusion avec les push-notifs, donc en permanence. Et ce qui s'est accru, évidemment, c'est le nombre d'émetteurs qu'on peut avoir. On avait avant un journal à heure fixe qui était fabriqué par quelques journalistes. On a aujourd'hui des millions d'internautes qui sont transformés en reporters et qui vous sont amenés directement par vos amis Facebook, qui vous sont poussés. Donc évidemment, on est chacun devant son écran, on n'a plus de messe et on n'a plus aussi de moments de confrontation. Ce flux, il est non hiérarchisé et du coup, on a des énormes difficultés à hiérarchiser les faits, à les resituer dans des temps longs, à ne pas céder à l'immédiateté de la petite phrase, du petit élément. Et à déterminer, évidemment, du coup, ce qui est la vérité des faits. Vous savez, j'espère que vous avez tous lu cet article qui était la couverture du The Economist en septembre 2016. Ça a même un nom, ça s'appelle la post-vérité, la post-truth. Ce n'est pas seulement Christine Boutin qui annonce la mort de Jacques Chirac parce qu'elle veut exister sur Twitter. La post-vérité, c'est ce que les algorithmes provoquent. On est connecté qu'avec un cercle qui vous ressemble, on n'est plus confronté à la vérité, on apparaît juste avec celle de vos amis sur votre timeline. Et cette capacité, évidemment, à susciter des émotions et des scandales, ça fait le lit des populistes, évidemment, puisque le but, c'est pas d'être vrai, be true, le but, c'est feel right, apparaître comme vrai, pour confirmer vos intuitions et vos préjugés. Et c'est évidemment la période de la post-truth. Alors, il y a une étude incroyable qui a été menée aux États-Unis sur un groupe d'électeurs républicains et démocrates.
Des chercheurs expliquent de façon absolument scientifique comment le réchauffement climatique est en place ou apportent à la preuve qu'Obama n'est pas musulman. Alors donc, il y a des démonstrations, des preuves, etc. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le groupe des démocrates, ou ceux qui n'ont pas d'affiliation partisane, sortent renforcés après avoir écouté les experts, évidemment, que ces opinions sont fondées, ce qui est d'ailleurs normal puisqu'elles sont vraies. Mais le groupe républicain, au contraire, sort renforcé dans l'idée que c'était faux. Il n'y a bien pas de réchauffement climatique et Obama est bien musulman puisqu'on essaye de les convaincre du contraire. Et ça, c'est assez fascinant parce que Trump sait très très bien utiliser ça et je pense qu'on peut regarder comment les politiques chez nous les utilisent aussi. J'ai un peu screené, je suis obsédée par Trump en fait, j'ai un peu screené, j'ai vu qu'il avait 3 attitudes. Il a une première que j'ai appelée l'affirmation péremptoire. Alors ça, c'est assez testoronné, hein. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai regardé comme ça. C'est « nobody knows better than me ». Donc c'est « personne ne respecte les femmes comme moi ». Personne ne respecte les juifs comme moi. Personne ne s'y connaît sur la dette comme moi. Personne ne connaît ISIS comme moi. Personne connaît le système comme moi. C'est extraordinaire, hein, c'est vraiment martelé. Et puis évidemment, ça empêche un peu la contradiction. La deuxième technique, c'est la technique du on-dit manipulatoire. Alors ça, c'est un truc très très fort aussi. C'est l'utilisation d'essais que je viens de constater tout à l'heure avec, je crois qu'il y a une étude qui a montré, mais on ne la cite pas, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Alors ça, c'est, ils disent qu'Obama n'est pas né en Amérique. Moi, j'en sais rien. Mais ça permet évidemment de le valider. Ça sert à jeter le soupçon sur une opinion, et quand on jette un soupçon sur une vérité, on donne du crédit à un mensonge. La troisième utilisation très, très puissante qu'il fait, c'est carrément la contre-vérité. Moi, j'aime bien dire la contre-vérité, parce que la contre-vérité, ça a un nom, c'est le mensonge. Alors ça, par exemple, c'est la Suède. Imaginez en Suède ce qui s'est passé hier, cet acte terroriste incroyable, imaginez la Suède. Bon, il n'y a jamais rien eu en Suède, et toute la campagne qui a été faite par la Suède, d'ailleurs, était une drôlerie incroyable sur Twitter. Ou encore, j'ai été mieux élu qu'aucun président depuis Reagan. Ben, c'est pas vrai, c'est Obama. À ce moment-là, on dit oui, mais chez les républicains, ah ben, c'est pas vrai, parce que Bush a été mieux élu aussi. Mais on l'a déclaré. Et finalement, ce on-dit déclamatoire, c'est une façon d'imposer les contre-vérités, c'est-à-dire les mensonges. Alors évidemment, les médias sont plus nécessaires que jamais, parce que les médias ripostent et dénoncent en conférence de presse les approximations. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est les médias qui sont responsables des fake news et on les écarte. Et moi, j'ai trouvé absolument incroyable, je pense qu'il faut que tout le monde le garde et y réfléchisse, c'est le tweet du 17 février où il dit « The fake news media, New York Times, CNN, NBC and many more, is not my enemy, it's the enemy of the American people sick ». Alors évidemment, il va détruire son tweet, donc c'est comme toujours l'utilisation de la contre-vérité. Ensuite, sauf qu'on l'a dit, et vous savez quand même que quand on commence à blacklister les médias, et j'ai trouvé que McCain avait eu un grand courage à le dire, en disant qu'ils ne vous font pas de mal, mais qu'ils font du mal à l'Amérique, au peuple américain, alors on entre dans le langage de la dictature. Et quand Staline parlait des ennemis du peuple, c'est les purges à ce moment-là qui commencent. Et donc, si notre système démocratique engendre cela, alors que les médias ont un rôle majeur à jouer, il faut qu'on déjoue tous cette stratégie de post-truth. Et vous, annonceurs et agences, vous ne pouvez pas rester les bras ballants. Les médias sont un contre-pouvoir. Par nature, il ne doit pas y avoir de médias paisibles, ils doivent être dérangeants, ils doivent vous divertir, ils doivent vous surprendre, ils doivent vous éveiller, ils doivent vous réveiller. Or aujourd'hui, et c'est très bien, nous on trouve ça formidable chez Au Féminin, notre temps de cerveau disponible, il est pris d'assaut par les nouveaux réseaux sociaux. On n'arrive plus, dit-on, à se concentrer. Il y a des philosophes comme Matthew Crawford qui ont même dénoncé cette crise de l'attention générale à cause des technologies. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que c'est formidable de pouvoir chatter et communiquer sans cesse. Les messageries instantanées, c'est 69 milliards de messages sur WhatsApp et Messenger par jour, c'est 3 fois plus que le SMS. C'est une chance extraordinaire aussi de pouvoir échanger. C'est des milliards de photos. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'identités avec ça. Et grâce au réseau, on a de multiples facettes. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce qui s'est passé avec l'affaire de Medley McClat, où il était Janus, incroyablement respectable dans les médias, sympathique, et puis un antisémite homophobe sur Twitter. Peut-être ça existait avant, vous me direz, mais simplement, ceux-là maintenant ont des très grosses audiences,
Sur cela, on peut mettre de la publicité, et maintenant ça se voit. Donc on risque d'être prisonnier d'une très très grande cacophonie. Alors, je regardais les études, je vais les citer. Les études des neuroscientifiques comme Jean-Philippe Lachaud, dans le cerveau attentif, ils montrent qu'au contraire, le multitasking, le fait de faire plusieurs choses à la fois, c'est pas faire attention à plusieurs choses en même temps, parce que ça, c'est neurologiquement impossible. Ce qui est possible, c'est de faire des va-et-vient rapides entre différentes activités. Et ça, nos cerveaux sont devenus plastiques pour ça. Donc, on a développé des nouvelles capacités. De la même façon, Catherine Hales, qui est professeure à Duke University, elle appelle ça l'hyperattention. Elle dit qu'on a développé un apprentissage et une éducation, on ne supporte plus l'ennui, donc on a développé cette hyperattention, et je vous remercie parce que j'ai l'impression que vous êtes hyper attentifs. Alors c'est une chance parce que ça développe ça pourrait rapprocher le monde des sachants, évidemment, ça pourrait rapprocher le monde des sachants et des apprenants. Le seul problème, c'est que ça met sur le même niveau les experts de ceux qui ne comprennent rien. Dans un monde connecté, les inégalités sont insupportables, les scandales sont plus fréquents, mais on a développé cette plasticité, on a à la fois plus d'empathie et plus de haine. On est plus confronté à son village et à la terre entière, on est sollicité en permanence, on n'est jamais seul, mais on peut être seul tout le temps. On a besoin de s'accrocher à des certitudes, de retrouver son camp, de s'inscrire dans son époque, de s'indigner, de citer des pétitions souvent plus que de s'engager d'ailleurs, et de se raconter des histoires. Et c'est évidemment le piège. C'est le royaume des rumeurs, puisque c'est souvent la chance de celui qui parle le plus fort. Mais on peut se dire aussi que les algorithmes qui nous enferment nous font perdre une chance de confronter aux autres. On ressent les mêmes informations, on s'indigne ensemble, on passe sous silence ce qu'un camp veut éviter. Alors la grande question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment retrouver un peu d'attention, comment retrouver un peu d'apaisement dans cette fébrilité qui peut paraître dangereuse. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Tristan Harris, dont je vous invite à regarder notamment les vidéos sur YouTube, qui est un titre absolument incroyable pour les gens de la communication. Il était ancien stratège de la persuasion chez Google. C'est quand même inouï que chez Google, on ait des stratèges de la persuasion. C'est un tout petit peu inquiétant, mais bon, il faut réfléchir à ça. Et il a expliqué que, parce que justement, il était en grande rébellion, qu'il fallait réfléchir en basculant du temps passé au temps bien passé, ce qu'il a appelé le time well spent. Et il dit que la technologie peut nous y aider. Alors elle peut nous y aider individuellement, on peut refuser par exemple d'être dérangé à tout moment quand on travaille, on peut refuser les notifications, on peut ne vouloir être interrompu que par certaines personnes, on peut stocker des messages pour qu'ils soient remis plus tard, on peut développer des écrans différenciés qu'on utilise en fonction de leur importance, on peut évidemment, pour protéger de sa vie privée, effacer ses données, on peut parler dans les forums avec des pseudos par exemple. Et on peut se déconnecter aussi et débrancher les outils. On peut se dire qu'à ce moment-là, on peut retrouver des plaisirs simples, se reconnecter à la vie réelle. Et se reconnecter à la vie réelle, à la simplicité, au dialogue, il me semble que c'est la fonction nouvelle aussi des médias et la fonction que nous, publishers, on doit accepter. C'est donc un contrat nouveau qui va dire qu'il faut qu'on donne du sens, qu'on tisse des histoires qui construisent, qu'on génère des solidarités, qu'on affiche des engagements, qu'on mobilise sur des combats, qu'on donne à apprendre, à rêver, à se distraire, pour que nos publics gagnent en autonomie. Et on pense aussi qu'on peut donner plus d'engagement que les médias ne l'ont fait par le passé, parce que depuis 10 ans, on assiste à une concentration des investissements médias sans précédent. Je voudrais vous donner quand même quelques chiffres, parce que je pense qu'il faut les méditer quand on est dans une assemblée comme l'UDECAM. Fin décembre 2016 aux États-Unis, les annonceurs ont investi 9,2 milliards de dollars, dont une croissance de 1,6 milliard sur un an de dollars pour Google. 3,4 milliards sur Facebook, dont une croissance de 1,3 milliard de croissance. C'est fantastique, 50% de croissance, et ça fait rêver tout le monde, on en a tous terriblement envie. Mais pour tous les autres médias, ils ne dépensent que 4,7 milliards et ils ont eu une croissance de 40 millions, 1%. Ils ont délaissé. De la même façon, en France, où la croissance digitale des investissements de 6% est absorbée par Google et Facebook à 82%. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut tous? Est-ce qu'on veut aller encore plus loin dans les algorithmes? Est-ce que vous pensez qu'une info vraie ou fausse, ça a la même valeur? Que si on raconte, comme dans le Pizzagate, qu'on viole des enfants dans une pizzeria démocrate, que c'est une rumeur qui provoque ensuite une fusillade à Washington, que tout le monde l'a regardé et que c'est à côté de votre publicité, ça a la même valeur pour vous qu'une information qui est vraie? Et s'il n'y a plus de médias,
comment est-ce que vous ferez? Comment est-ce qu'on fera? Est-ce que vous pensez que la pression sur Google et sur Facebook, c'est rien d'autre que la pression morale qu'eux-mêmes se mettent? C'est déjà bien, parce que c'est arrivé. Mark Zuckerberg l'a reconnu, des dispositifs de contrôle sur les fake news se mettent en place, c'est remarquable et je suis très contente de ça. Mais ils ne le voient que maintenant. Il faut, pour moi, que le marché mette une valeur sur la vérité, sur l'éthique. Et c'est là qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de nous. Le métier d'un publisher, tout à l'heure la table ronde l'a dit, c'est de respecter la vérité et d'être conforme à une éthique. C'est aussi d'être fidèle à des engagements. C'est Axel Springer, on doit adhérer à des valeurs. La réconciliation des deux Allemagnes, l'Europe, l'amitié transatlantique et la défense de l'existence de l'État d'Israël. C'est un code de conduite obligatoire. Chez Au Féminin, c'est plus facile évidemment de vous dire à quelles valeurs on adhère, les valeurs féminines. Et quand on respecte des valeurs, on peut rester dans la vérité. Alors je vais prendre un exemple qui est sur le droit de l'avortement, où on a enquêté auprès des sites qui étaient pro-life. On a dénoncé la manipulation des sites qui étaient très bien référencés sur Google. Quand on voulait avorter, on tombait en premier sur ces sites qui prétendaient renseigner les femmes et qui en fait menaient une campagne contre l'avortement avec ce qui maintenant s'appelle un délit d'entrave numérique à l'avortement, maintenant puni par la loi. Est-ce qu'on a été très soutenu pour le faire? Moyennement. Notre rôle de publisher aussi, c'est d'écouter les conversations, de créer du lien, d'être les porte-parole pour vous, de ceux qui comptent pour vous, pour nous. Et alors voilà les sujets que je vois sur les forums des femmes. Le premier sujet, c'est la perte de pouvoir d'achat liée aux ruptures des familles. Vous savez qu'un parent, c'est-à-dire une mère dans 70% des cas, qui a la garde d'un enfant, perd 42% de son pouvoir d'achat. Le deuxième problème, c'est évidemment le problème du logement. Je n'ai pas l'impression qu'on en ait parlé beaucoup, mais on est quand même, et c'est intéressant d'entendre des politiques, parce qu'on est quand même face à des politiques qui ont construit une dette absolument incroyable pour leurs enfants, pour nos enfants, et qui a créé par ailleurs une rente sur ces actifs immobiliers qu'elle avait réussi, elle, à acquérir. Et c'est une génération qui partage ni l'emploi ni le logement et qui voudrait faire encore plus de dettes. Il faudrait donc que les jeunes s'endettent à mort pour leur logement, et il faudrait aussi qu'ils achètent leur emploi, parce que leurs emplois sont beaucoup plus difficiles, avec 27% de chômage sur les jeunes, 50% dans les quartiers, parce que cette génération, pour préserver l'environnement, ne voudrait pas construire. Donc en fait, on dit aux jeunes et aux pauvres, partez plus loin des villes, comme ça, c'est l'endroit où on pourra travailler, mais vous ne pourrez pas travailler. Et moi, je vois la rage qui se construit entre les générations, et je suis très étonnée que ce ne soit pas sur ce sujet-là qu'on interpelle les politiques. On va conclure, Marie-Laure. Oui, j'en ai pour une seconde. Sur les droits des... Alors, je voudrais dire aussi, évidemment, qu'il y a des sujets qu'on ne lâchera pas. C'est le droit des femmes à disposer de leur corps, on ne lâchera rien. Sur la défense des femmes, qui sont 80% des précaires. Sur le droit des minorités visibles, parce qu'il faut que les femmes gagnent en indépendance financière. Et les progrès sont quand même très faibles, je ne donnerai pas d'exemple, mais j'en ai quand même un dans le milieu de la communication. Sur 30 ans, on est passé de 20% de femmes réalisatrices de cinéma à 23%. En 30 ans, on voit quand même que ça progresse. Je trouve aussi absolument inouï que les femmes hésitent encore à prendre des places. Elles sont mieux adaptées aux métiers de service, elles sont plus diplômées, elles sont plus contributives pour leur famille, elles réussissent, et pourtant elles font 80% des travaux ménagers. Je pense qu'aussi c'est un sujet qui doit être discuté, comme s'il fallait se faire pardonner. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs, c'est toujours ma question. Alors pour conclure, parce que tu me le demandes, on a beaucoup dit aux candidats qu'on souhaitait moins de régulation. Moi je voudrais dire aux candidats que je nous souhaite plus de courage pour regarder les enjeux de demain, l'emploi, surtout des femmes et des jeunes, plus de courage pour construire une nouvelle fraternité, plus de courage pour choisir le mode de relation que nous construirons ensemble, pour profiter des atouts de la transformation numérique sans que vous deveniez dépendants de l'extrême concentration. Et puis, puisque j'ai commencé par Trump, je finirai par Trump. Il avait comme slogan « Make America Great Again ». Moi, je vous propose de choisir encore plus ambitieux, parce qu'il faut y aller, et de renouer avec ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Merci de votre attention. Merci. Beaucoup de choses intéressantes sur la qualité, la vérité des médias. On va y revenir. Alors, on enchaîne vite.